Bonjour. Avant de commencer, je vais remercier les gens qui m'ont aidé à élaborer ce cours. D'abord, Bernard Platner, qui est là, qui est un des partenaires historiques de l'agence Renzo Piano, de Renzo Piano, et qui m'a permis donc d'accéder à certaines archives et donc étayer mon propos sur le centre Pompidou, et je l'en remercie très chaleureusement. Ensuite, Bernard Porde, dont je parlerai à la fin du cours, qui m'a confié ses archives d'un exercice extrêmement intéressant sur les tuyaux que je présenterai donc à la fin de la séance. Et puis aussi donc Philippe Ram et Éric Lapierre qui m'ont aussi donc, donné beaucoup d'indications sur leur travail. Voilà, le tuyau. C'est vrai que c'est pas. C'est vrai que ça peut paraître un tout petit peu énigmatique. Pourquoi parler du tuyau? On a parlé de l'escalier. On peut comprendre que l'escalier, ce soit un élément fondamental de l'architecture, mais le tuyau, ça paraît beaucoup moins évident. C'est vrai que le tuyau, c'est un élément, malgré tout, très ancien. Et aussi le tuyau, c'est une chose qui est peut-être arrivée un tout petit peu tard dans l'architecture. C'est vrai que, a priori, l'architecture, c'est surtout une coquille, une cosse pour nous protéger. Et c'est vrai que peu à peu, on a fait rentrer donc, dans cette coquille des puissances, à la fois bénéfiques et maléfiques. D'abord le feu, bien sûr, pour la chaleur, le feu du foyer, mais aussi qui peut provoquer des incendies. Et donc des mécanismes qui permettent de contrôler la sortie, l'extraction des fumées. Ensuite aussi l'eau, mais très très tard, parce que l'eau aussi c'est pareil, c'est un élément bénéfique, mais aussi maléfique. Ça peut inonder. Donc voilà, on imagine que voilà, le tuyau quelque part, même si c'est quelque chose de très ancien, il a fait donc une arrivée fracassante dans l'architecture, surtout donc au XIXe siècle, quand il a fallu connecter les appartements, quand il a fallu les chauffer, quand il a fallu leur apporter l'eau courante, quand il a fallu leur apporter les toilettes, quand il a fallu leur apporter l'électricité. Voilà, tout d'un coup, effectivement, ces appartements qui étaient simplement parfois des enfilades de pièces, des pièces à vivre, sans affectation, eh bien, ils ont été, disons, colonisés par toutes sortes de câbles et de tubes. Des tubes à la fois pour apporter donc, une eau fraîche, bénéfique, mais aussi pour, disons, extraire toutes les eaux usées. Et puis ensuite encore, il y a eu la ventilation, la climatisation, et là il s'agit d'apporter de l'air neuf, de l'air parfois modifié, donc refroidi ou chauffé, et de l'extraire. Et c'est vrai que quand on regarde, par exemple, des maisons du XVIIIe siècle qui sont habitées, on est souvent frappé, vous voyez, ou du XIXe siècle, on est frappé par la violence des tuyaux qui viennent justement comme par effraction briser, enfin pas briser, mais traverser les murs et traverser les planchers, traverser les cloisons. Alors, le tuyau. Voilà, je reviens sur l'image de la fin du dernier cours, là, sur l'ascenseur, où il était question effectivement d'élever les corps dans les airs, élever les corps dans l'espace. Et cette image comme ça qui m'avait totalement traumatisé quand j'avais vu le film à 13 ans, celle d'un homme donc, avec une combinaison, avec dans son dos donc, tout un appareil placentaire, je vais revenir sur le mot tout à l'heure, qui lui permet de respirer, de boire, d'entrer en contact avec ses camarades.
Et voilà, donc il est perdu dans l'espace, et en plus, son cordon qui le relie donc, à l'oxygène, à la communication, il est coupé. Autre expérience traumatisante, excuse-moi Camille, c'est la naissance de ma fille, parce qu'on m'avait demandé si je voulais assister à l'accouchement. J'ai dit oui, et je pense que j'ai réfléchi ensuite que finalement c'est vrai que, et peut-être c'est un thème qui va revenir dans le cours, peut-être il y a des choses qu'il ne faut pas voir, c'est clair. Il y a des choses qu'on doit voir, et d'autres que peut-être on ne doit pas voir. Et donc je me souviens effectivement de l'avoir vu sortir avec un cordon, un tuyau, un tube, donc, autour du cou, un tube qu'on a coupé donc, après sa naissance. Voilà, donc on est avec un tuyau. On n'est pas avec un escalier, on n'est pas avec un ascenseur, mais voilà, on est avec un tuyau. Un tuyau, donc un cordon, voilà, un cordon nourricier qui apporte au fœtus dans sa vie prénatale l'oxygène, la nourriture nécessaire à son développement. Et bien sûr, une fois sorti, eh bien, le nouveau-né, le petit homme, eh bien, il a tout de suite besoin donc, d'être protégé, d'être materné, et tout de suite, donc, dès la naissance, on va voir apparaître donc, des couveuses, des appareils avec encore des tuyaux pour le protéger. Et puis après, il ira à l'école, où il y aura encore des tuyaux pour le chauffer. Et puis ensuite, il ira chez lui. Et toujours, il vivra donc dans un monde qui, comme justement son espace prénatal, eh bien, sera desservi par une multitude de câbles et de tubes pour maintenir donc une ambiance maximale qui lui permettra de se développer. Le tuyau, on le voit donc là encore une autre image donc, anatomique, beaucoup plus intéressante peut-être parce qu'elle est très mal dessinée, mais on voit très bien que voilà, on voit très bien, elle est plus explicative, on voit vraiment le cordon ombilical, on voit le placenta, voilà, qui va donc nourrir pendant toute sa vie prénatale le fœtus, le petit homme. Ou là encore, voilà d'autres images de tubes, de tuyaux qui permettent donc le développement du fœtus avant sa naissance. Et c'est vrai que le cordon ombilical, il apparaît très rapidement, si vous voulez, parce que c'est vraiment un élément donc essentiel au dispositif, à ce dispositif binaire, puisqu'il y a donc d'un côté la masse placentaire, la masse nourricière, et puis de l'autre donc l'embryon qui va se développer petit à petit. Bon, là, c'est pareil, j'ai pas trop d'images, si vous voulez. J'ai parlé effectivement de l'histoire, et c'est vrai que dans l'Empire romain, bien sûr, il y avait des tuyaux. On apportait de l'eau. Bon, là, j'ai juste cette image comme ça pour permettre un peu de rêver là-dessus. C'est le pont du Gard. Le pont du Gard, donc, c'est pas un tuyau, mais c'est vrai que ça apporte de l'eau à Nîmes. Et quelque part, toute la colonisation romaine, elle est basée là-dessus, sur des infrastructures, des routes, donc, qui sont aussi des cordons ombilicaux qui relient les villes entre les autres, et qui relient les villes à Rome, des canalisations comme celle-là, qui permettent donc de desservir de grands équipements, notamment les thermes. Donc, et tout ça, effectivement, ça contribue donc à la colonisation du territoire. Et puis, donc, c'est ce qui fonde pratiquement la civilisation romaine. Donc,
ces infrastructures, hein, ces grands équipements, hein, que l'on retrouve encore, bien sûr. Là, c'est au-dessus du Gardon, dans la vallée du Gardon, mais bien sûr donc, à Arles, à Nîmes, en France, hein, où on retrouve hein, toujours hein, la présence hein, à la fois parfois de ces canalisations, mais aussi donc, de ces grands équipements connectés. Voilà. Là aussi, le cordon, hein, le canal, et puis l'objet hein, en bout de course qui est connecté. Voilà, c'est aussi un thème sur lequel on va réfléchir le long du cours. Après, c'est vrai, j'ai d'autres souvenirs, mais je n'ai pas retrouvé mes images parce que c'était des diapositives et elles sont dans ma cave. Et puis, de toute façon, mon scanner est cassé. Donc, voilà. Mais c'est les images. La première fois que je suis allé à Berlin, par exemple, en 80, j'avais été frappé par cette tuyau rose, là, justement, qui permettent de, non pas d'apporter de l'eau, mais justement de pomper l'eau des chantiers. Hein, ou alors, une autre image aussi, c'est là, encore plus forte peut-être, et là aussi j'espère qu'on y reviendra, hein, c'est à Moscou. Donc c'est vrai que Moscou c'est une ville très particulière, hein, puisque donc il y avait donc dans la ville, vous voyez, de toute façon la ville, elle a pas, c'est pas une ville comme, c'est pas vraiment une ville comme, c'est pas vraiment une ville occidentale, c'est pas vraiment une ville occidentale si vous voulez, c'est un territoire, voilà, qui est occupé par des bâtiments, par des monastères qui sont complètement fermés sur eux-mêmes. Et là, effectivement, là où j'étais, c'était un territoire qui était occupé par de hauts immeubles de logement. Et ces hauts immeubles de logement, ils étaient connectés en étoile à une centrale de chauffage. Et les tuyaux de chauffage traversaient la ville, mais voilà, sans chercher à se cacher, sans être enterrés. Et ça donnait voilà, une vision comme ça, hein, totalement différente de celle que l'on peut avoir dans les villes occidentales, où tout ce qui est de l'ordre de l'espace public, hein, c'est parfaitement traité. Là, non. Hein, les tuyaux, donc, ils venaient desservir donc, hein, des logements connectés hein, qui pouvaient se chauffer. Voilà, on va revenir là-dessus. Mais maintenant, effectivement, on va plutôt revenir... Enfin, on va plutôt rester au XXe siècle, et surtout, parce qu'il y a eu une émergence hein, pratiquement après la guerre. Et il y a eu, à ce moment-là, hein, sans doute, une vraie réflexion hein, sur le tube, sur le tuyau. Sans doute aussi parce que, quelque part, à cette époque, dans les années 60, à la fin des années 60, on a commencé à comprendre que, finalement, l'architecture, c'était pas simplement construire des espaces, vous voyez, avec des murs et des toits, enfin, comme je l'ai dit au départ, mais c'était plutôt arriver à définir des ambiances. Hein. J'aurais pu présenter des tas de projets, mais c'est vrai qu'on a commencé à comprendre que l'important, hein, c'est pas le contenant, c'est pas les murs, c'est pas les parois, hein, mais c'est le contenu, hein, c'est-à-dire c'est l'ambiance. Hein, c'est l'atmosphère, vous voyez. Hein, c'est ça qui est important. Et pour l'ambiance, pour l'atmosphère, effectivement, l'important, eh bien, c'est le tuyau, hein, c'est le tube qui va apporter l'air chaud hein, quand il fait froid, ou le tube qui va apporter l'air frais hein, quand il fait chaud. Vous voyez, il y a eu, je pense, une sorte de changement de paradigme. Enfin, on a entrevu, voilà, à cette époque-là, un changement de paradigme où, en fait, l'important, c'était pas le volume, hein, mais c'était plutôt l'ambiance. C'était créer donc des ambiances les plus favorables possibles au développement humain. Alors, bien sûr, les projets d'Archigram, bien sûr, sont basés là-dessus. Hein, donc, ce sont, par exemple, la Plugin City de Peter Cook, donc un membre de ce groupe hein, qui s'était réuni autour d'une revue, la revue Archigram. Et là, c'est dans le numéro 5, mais j'ai mélangé un peu tous les numéros. Hein, donc, quand ils ont présenté cette cité connectée,
Et cette cité connectée, bon, c'est vrai que c'est pas vraiment un projet comme on peut l'entendre, parce que finalement, c'est une accumulation comme ça d'idées un petit peu différentes, parfois contradictoires. Hein, mais l'idée principale, c'était de dire que voilà, hein, on construit de grandes structures. Ces structures, elles sont composées de tuyaux, de tubes, et ces tubes, ils apportent à la fois des flux de gens, c'est-à-dire que dans ces tubes, il peut y avoir des ascenseurs, il peut y avoir des escalators, il peut y avoir des escaliers, mais aussi des flux d'air, voilà, il peut y avoir des flux d'air frais quand il fait froid, d'air chaud quand il fait frais, et puis aussi peut-être des flux de nourriture. Et on est vraiment, donc, voyez, dans les fonctions de l'ombilic, voyez, à la fois apporter hein, de l'oxygène et une alimentation. Voilà, donc là c'est la coupe, les plus parlante finalement hein, que l'axonométrie. Vous voyez la structure comme ça en diagonale, c'est à la fois la structure porteuse, mais c'est aussi donc la structure hein, qui vient irriguer hein, donc les habitations. Et les habitations, elles ne se conjuguent pas hein, sous la forme de maisons, mais elles se conjuguent donc sous la forme d'habitacle. Hein. Et aussi, l'autre idée extrêmement forte, hein, c'est le fait que tout ça, ce n'est pas vraiment pérenne. Hein, la structure pour Archigramme hein, qui porte tout, elle ne dure que 20 ans. Et puis la capsule hein, qui vient s'y connecter, eh bien, elle peut être changée tous les 3 ans. Donc, vous voyez, c'est pas, on est loin de ce qui finalement, ce qui nous fait souvent réfléchir, nous, en tant qu'architectes, aujourd'hui, sur l'histoire, sur le contexte. Là, c'est pas du tout ça. L'important, hein, c'est de créer l'ambiance la plus favorable au développement humain, et donc il n'y a strictement aucun fétichisme. C'est vrai que les années 60, c'est aussi l'ère du plastique, l'ère du jetable. Et donc, quelque part, vous voyez, l'architecture, dans ce qu'elle a de pérenne, elle peut apparaître comme une entrave à la liberté. Et donc, on va plutôt chercher à promouvoir des architectures, disons, molles, hein, plus proches, quelque part, de l'habit hein, que de l'habitation. Et cet habit, il va être connecté hein, pour justement créer l'ambiance nécessaire au développement de celui qui l'occupe. Voilà, là c'est un schéma qui explique encore mieux hein, que la coupe, voilà, comment fonctionne hein, cette structure, hein, puisque dans ces tubes, bon, effectivement, il y a des flux de gens, hein, mais il y a aussi des flux de nourriture, il y a aussi de l'eau, il y a aussi de l'air, hein, et tous ces éléments, effectivement, ils viennent se connecter aux capsules hein, pour permettre, voyez, le développement total hein, des corps hein, qui les occupent. Bon, autre exemple, parce que bien sûr ça s'applique à la fois donc à l'habitation, mais ça s'applique aussi donc, à des équipements. Là, c'est un équipement universitaire hein, qui se conjugue donc, de la même façon, hein, des grands tubes hein, qui servent pour d'escalators ou d'escaliers, hein, des ascenseurs aussi qui permettent donc, de venir irriguer hein, donc, toutes ces salles de cours. Et ce qui est intéressant aussi, voilà, c'est peut-être quelque part, vous voyez, quelque chose qui est un peu presque anti-humaniste, hein, c'est-à-dire que voilà, il y a les flux d'air, il y a les flux de nourriture, mais aussi les flux de gens. Voilà. Et quelque part, tous ces flux, ils sont mis exactement au même niveau. Hein. Voilà, et bien sûr, le livre hein, fondamental pour comprendre cette période, hein, c'est celui de Reinhard Banham, l'architecture de l'environnement bien tempéré, hein, qui fait l'éloge hein, justement de ce que je viens d'exposer, c'est-à-dire, vous voyez, ce changement de paradigme. Hein, on ne construit pas hein, des volumes durs, hein, mais au contraire, on crée hein, simplement des atmosphères, des ambiances, et on s'aide hein, pour créer ces atmosphères, ces ambiances, donc du développement technique, hein, donc du chauffage de l'eau, de la climatisation, hein, pour toujours donc, avoir des ambiances optimales pour le développement humain. Voilà encore un projet d'Archigramme. Là, cette fois-ci, c'est David Green, de Living Pod.
Et donc, vous voyez, c'est pas mou, c'est dur, mais c'est rond. Vous voyez, ça suit complètement la morphologie du corps. Hein, c'est totalement ouvert. Et puis surtout, voilà, il y a cette idée d'avoir, vous voyez, tous les organes de la maison à l'extérieur. Hein. Vous savez, on va revenir là-dessus, un peu comme qu'on appelle ça, ces monstres anatomiques, vous voyez, ces enfants qui naissent avec le foie ou les poumons à l'extérieur du corps. Enfin, tout ce qu'on appelle tous ces organes omphalocèles, vous voyez, qui naissent comme ça, qui se développent hein, à l'extérieur du corps. Et aussi, quelque part, voilà, c'est ça, c'est une nouvelle esthétique. Voilà, quelque part, le monstrueux d'hier, le tuyau. Vous voyez ce tuyau qui venait comme ça dans les appartements du 19e siècle, ou du 18e ou du 20e, hein, qui fracassait les cloisons, hein, qu'on voulait cacher à tout prix, hein, qu'on mettait dans la maçonnerie. Eh bien, tout d'un coup, eh bien, ils servent, vous voyez, de monnaie nature, hein, c'est-à-dire, c'est ce qui va faire l'ornementation même de l'architecture. Voilà, construire des machines à respirer. Et là, bien sûr, ça c'est un artiste qui appartient à la mouvance de l'architecture radicale, Vettor Pisani, hein, qui donc a réfléchi, vous voyez, donc non pas un habitacle, vous voyez, mais simplement un masque, hein, vous voyez, où on respire un air totalement pur. Et c'est vrai qu'avec ce masque à gaz, hein, qui permet donc une autonomie totale de la personne par rapport à son environnement, il y a aussi l'idée donc sous-jacente, et qui peut-être aussi pourrait revenir aujourd'hui, vous voyez, d'un monde hostile, d'un monde qui peut devenir hostile. Hein. D'ailleurs, Peter Sloterdijk, dans son livre, je crois que c'est Bulle. Dans Bulle, justement, il marque très très bien, vous voyez, donc, disons l'impact hein, qu'ont pu avoir les gaz dans la stratégie et puis dans la psychologie humaine. Hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, à cette époque, effectivement, on se battait plus donc avec tout d'un coup, on s'est battu plus avec des fusils, hein, mais c'était donc l'air hein, qui pouvait être empoisonné et puis donc tuer les soldats. Vous voyez, c'était pas tuer l'ennemi, hein, mais c'était changer hein, la composition atmosphérique de l'air hein, pour complètement l'anéantir. Hein. Voilà, mais ça, peut-être, ça reviendra aujourd'hui avec les nouvelles bombes là, qui explosent dans les airs et puis qui brûlent tout l'oxygène et qui ne permettent pas aux gens qui sont en dessus, qui ne les tuent pas directement, mais qui ne leur permettent plus de respirer. Vous voyez. Voilà, vous voyez cette idée, voilà, il y a l'idée effectivement, vous voyez, d'un confort maximal, et puis à travers cette idée d'un confort maximal, il y a aussi, vous voyez, une nouvelle façon de voir le monde d'une hostilité, enfin, le voir devenir complètement hostile. Hein. Bon, c'est vrai, c'est une vision qui a été, qu'on n'a plus maintenant, effectivement, parce qu'on parle d'anthropocène, donc peut-être on en est loin, mais en fait, elle est toujours là, cette vision-là, et puis je pense qu'elle peut ressurgir, donc pratiquement à tout moment. Voilà, donc un des premiers projets de Renzo Piano et de Richard Rogers, bon, c'est Bernard qui me l'a fait découvrir, hein, c'est le siège social de B&B, enfin B&B, à Comme, en Italie, et le président de cette société, il avait suivi avec beaucoup d'intérêt le concours du Centre Pompidou, et dès que Renzo Piano et Richard Rogers ont gagné en 1971, et qu'ils ont commencé à travailler sur leur projet, il est venu les contacter pour leur demander de faire son siège social. Et c'est très intéressant parce que voilà, c'est les mêmes principes hein, que le Centre Pompidou, hein, c'est-à-dire, vous voyez, il y a une structure, elle est moins monumentale, mais elle est quand même très présente, hein, que celle du Centre Pompidou. Hein, c'est une structure tridimensionnée. Cette structure tridimensionnée, donc, elle porte le toit, elle porte le plafond de la nappe de bureau, et elle porte aussi le plancher, ce qui permet d'avoir
un grand espace, donc totalement libéré de tout point porteur, donc un gigantesque bureau paysager. Voilà, on voit ici, vous voyez, donc un gigantesque bureau paysager dans lequel on peut travailler, on peut changer donc constamment la disposition des bureaux, on peut bouger constamment les tables et les armoires, parce que ce qui importe, c'est pas du tout, vous voyez, tout ce qui est le dur. C'est pas les cloisons, c'est pas les murs. Il n'y a pas de cloisons, il y a pas de murs. Enfin, il y a quelques cloisons malgré tout pour les toilettes ou pour les salles de réunion, mais a priori il n'y a pas de cloisons, il n'y a pas de murs. Il y a simplement donc une ambiance qui est constante, qui est permise justement par l'air conditionné. Et la grande innovation, c'est que les tuyaux qui amènent cet air conditionné, eh bien, cette fois, ils vont être mis en exergue, ils vont être mis en scène, et on va les voir, donc, on les voit sur le plan, là, donc à droite, c'est-à-dire à l'est, et la façade est va être la façade emblématique de ce bâtiment. Voilà, et ensuite, ces tubes, vous voyez, ils vont se glisser dans la structure tridimensionnée, et puis ils vont venir, vous voyez, soit apporter de l'air frais ou chaud dans les bureaux pour maintenir une ambiance constante. C'est vrai qu'on travaille mieux avec disons, une atmosphère constante qu'avec des changements brutals de température. Et puis après aussi, donc, il y a d'autres tuyaux, des tuyaux d'extraction qui vont ramener les airs viciés pour justement toujours avoir un air constamment renouvelé. Voilà la coupe avec la centrale de climatisation en bas, et puis les tuyaux donc, qui montent sur la façade est et qui s'immiscent dans la structure pour venir se connecter par des bouches au plafond suspendu. Voilà le bâtiment avec la façade qui anticipe totalement la façade du Centre Pompidou. Simplement, là, les tuyaux ne sont pas de section cylindrique, mais de section rectangulaire ou carrée, mais c'est exactement la même chose. Voilà, les bouches, on remarque, vous voyez, les bouches qui viennent prendre l'air frais ou le rejeter. Enfin, je ne sais pas exactement, peut-être il y en a une qui le rejette, l'autre qui le prend, ou il y a un autre couple ailleurs parce que bien sûr les choses sont séparées. Mais voilà, on voit les bouches qui prennent ou qui rejettent l'air, qui prennent l'air frais ou qui rejettent l'air vicié, et puis ensuite cet air est amené à la centrale, et après la centrale le distribue dans les conduits, et les conduits donc viennent alimenter l'espace de travail. Les conduits ombilicaux vont venir alimenter l'espace de travail, l'espace amniotique de travail, ou protégé, comme dans un ventre, à la même température. Eh bien, les employés vont trouver l'ambiance favorable pour travailler. Bon, bien sûr, le Centre Pompidou. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est un chef-d'œuvre absolu, il n'y a rien à dire, on peut rien faire, c'est évident. Et surtout, c'est une masse de travail, on va le voir, qui est énorme. Parce que, effectivement, quand on fait un projet, bon, je suis architecte, j'ai fait des projets, c'est sûr, mais je crois que, enfin, à quelques exceptions, je ne me suis jamais occupé, enfin, bien sûr, je savais où les tuyaux allaient passer, mais je n'ai pas dessiné le tuyau, et je ne suis pas allé emmerder le plombier pour lui dire comment faire, c'est clair, quoi. D'autant plus que les plombiers, c'est un corps d'État qui est très structuré, ils ont un vrai savoir-faire. Tandis que là, voilà, tout est pensé, tout est visible. Voilà, les tuyaux ne sont pas derrière des murs, ils ne sont pas dans les murs, ni derrière les murs, ni dans des gaines. Ils sont visibles, et donc tout a été dessiné. Et là, vous voyez, on commence à voir donc, les bouches d'air là, qui rejettent ou qui rejettent l'air vicié ou qui prennent l'air frais.
Donc l'air frais, il passe par une des bouches. Je vais peut-être l'expliquer tout à l'heure. Et puis après, la bouche l'amène donc à la centrale de ventilation. On voit le champignon, c'est là où l'air peut être chauffé ou refroidi. Et ensuite, l'air descend par les tuyaux bleus, donc entre les poutres des plateaux. Et là, donc, cet air, cet air qui va être l'hiver chauffé, l'été rafraîchi, il va donc rentrer dans les salles et d'autres bouches vont extraire les miasmes, un air vicié. Et cet air vicié, il va être en partie recyclé pour re-rentrer donc, dans le dispositif et en partie rejeté. Voilà, vous voyez, c'est vrai que c'est une image qu'on ne voit pas souvent finalement, parce que là, c'est vraiment presque une vue de... On voit vraiment la toiture comme une cinquième façade, et on voit vraiment que... Voilà, on comprend tout de suite, vous voyez, le schéma avec les prises d'air, le rejet de l'air, les centrales qui le chauffent, qui le refroidissent, et puis ensuite, comment eh bien, cet air il va descendre sur les plateaux. Là, c'est le plan. Bon, c'est vrai que le plan, on pourrait dire, c'est un plan canien, puisque tout est rejeté à la périmétrie. Donc, d'un côté, les circulations, de l'autre, donc tout ce qui est ventilation, tout ce qui est eau, tout ce qui est aussi service, tout ce qui est aussi monte-charge. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que, voilà, comme chez Archigram, c'est ça aussi quelque chose d'assez violent quelque part, c'est que les flux, vous voyez, de population, ils sont traités comme des flux de ventilation quelque part, vous voyez. Puisque l'escalator qui monte le long de la façade, c'est aussi un tuyau, c'est aussi donc un tuyau vitré qui permet donc à la fois à l'extérieur de voir la population qui vient irriguer le centre, et puis aussi bien sûr à la population d'être plongée voilà, en 3 dimensions dans la ville. Sans doute l'expérience la plus percutante de ce grand dispositif architectural. Voilà, bien sûr, la référence, c'est un dessin de Piano Rogers, mais qui renvoie donc à un projet de Archigram. D'ailleurs, je ne me souviens pas de son nom. Oui, Instant City, la cité de l'instant. Voilà, donc effectivement, un important, c'est pas le passé, c'est pas l'avenir, c'est le présent, c'est des événements. Donc il n'y a pas de... Vous voyez, on est dans un espace voilà, qui n'a pas de passé, qui n'a pas d'avenir. Et l'important, c'est ce qui va arriver à l'instant, maintenant, dans ces espaces. Et quelque part, tout est fait pour que ça puisse arriver, soit dans les salles dans les auditoriums, soit dans les salles d'exposition. Et c'est vrai que aussi l'art contemporain, il est très, disons, il se nourrit quelque part de la même chose, puisque effectivement, on parle d'installation, enfin on parlait dans les années 60, et on en parle toujours aussi aujourd'hui, mais d'installation, de performance, vous voyez, et donc c'est un espace pour faire des performances. Un espace, vous voyez, où il y a strictement voilà, aucun élément qui vient cadrer les mouvements. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de cloison. Tout est complètement ouvert. Et les seuls éléments qui sont visibles, eh bien, ce sont les cordons ombilicaux, les tuyaux donc, qui se faufilent dans la structure pour apporter donc, l'ambiance, pour créer l'ambiance nécessaire à cette sorte de gigantesque fête permanente, événementielle. Voilà, la maquette. Bien sûr, il y a des maquettes et des maquettes et des maquettes qui ont été faites pour que tout soit parfaitement dessiné. C'est vrai qu'il y a aussi une chose assez intéressante sur laquelle on va revenir, parce que la façade, c'est pas... Est-ce qu'on peut parler de façade? C'est ça aussi la question. Mais c'est vrai que de toute façon, oui, il y a un effet de façade, et c'est vrai que cette façade, elle a une profondeur, parce qu'il y a d'abord la trame technique, qui correspond, pardon, il y a la trame structurelle,
hein, qui correspond donc au contreventement et puis aussi donc aux câbles hein, qui viennent mettre les poutres de la structure en tension. Hein, ça détermine un carroyage. Et puis derrière ce carroyage, donc, on va voir les tuyaux hein, qui vont descendre, soit en bleu, donc les tuyaux qui vont permettre l'aération, en vert hein, l'eau, en jaune tout le câblage électrique, et puis en rouge hein, les ascenseurs pour cette façade, donc les monte-charges, vous voyez, qui traitent les flux hein, de circulation. Voilà, tout est étudié. Même, vous voyez, là, c'est la perspective de la rue Simon-Lefranc. Elle n'a pas été laissée au hasard. Vous voyez, bon, voilà, les tubes, hein, les tuyaux, hein, les cordons ombilicaux, transparents, qui permettent de pulser hein, les spectateurs, hein, sans lesquels le musée, les œuvres hein, ne pourraient exister. Quoi, hein. Un tableau, s'il n'est pas regardé, il n'existe pas. Hein, comme un fœtus, s'il ne reçoit pas sa dose de nourriture et d'oxygène, il n'existe pas. Voilà, tout a été pensé au millimètre près. Là, ça, on l'oublie complètement. Voilà, la coupe. Et cette coupe, c'est vrai qu'elle est intéressante parce que, voilà, elle fait très bien voir voilà, le changement de paradigme. C'est-à-dire que, voilà, on a la structure, on la voit, elle est en jaune, disons, voilà. Hein, voilà. Et cette structure, donc, elle repose sur le sol. Hein, voilà, comme je l'ai dit, donc, ça, c'est le poteau porteur. Là, il y a une bielle avec un câble hein, qui permet effectivement de mettre en tension les poutres. Donc ça, c'est le premier point, la structure qui repose sur le sol. Et puis ensuite, il y a la ventilation. Et la ventilation, elle repose sur le ciel. Voyez. Et ce qu'il y a aussi de fascinant, c'est vrai que je ne l'aurais pas trouvé tout seul, mais c'est que voilà, la ventilation, voilà, elle prend l'air en haut, hein, parce que c'est vrai que c'est là où l'air est le plus propre, le plus pur, hein, et ensuite elle descend. Voilà. Et comme elle descend, les tuyaux en haut, quand ils sont en haut, ils sont plus gros qu'en bas, parce que en haut, c'est l'air qui va, qui va venir irriguer tous les niveaux, et puis en bas, il n'y aura plus qu'un niveau à irriguer. Donc ce qui fait que, vous voyez, le tuyau il va être haut en bas, et il va s'amincir, il va être haut, pardon, il va être gros en haut, et il va s'amincir en descendant, alors qu'en général, vous voyez, pour la structure, c'est l'inverse, quoi. Ah bon, pas ici, bien sûr, mais en général, les poteaux, ils sont gros en bas, parce qu'ils soutiennent toute la masse du bâtiment, et plus ils montent, plus ils peuvent s'affiner, hein, parce qu'ils n'auront plus qu'un étage à soutenir. Ouais, cette coupe, elle est assez fabuleuse, parce que, voilà, vous voyez, quelque part, elle nous permet de voir et de comprendre hein, le nouvel ordre, hein, donc l'ordre donc de l'environnement bien tempéré, hein, qui s'oppose donc à l'ordre du volume construit. Voilà. Et autre chose aussi, c'est que le sous-sol, donc effectivement, hein, il est ventilé d'une manière totalement autonome. C'est complètement autre chose. Hein, il y a le sous-sol, les parkings. Et vous voyez, ce sont les prises d'air, là, elles se font sur la piazza. Tout le monde a en tête hein, ces grandes bouches d'air blanches. Et l'air, il est pris sur la plaza et aussi sur la rue du Renard. Et ensuite, il est rejeté hein, sur la plaza ou sur la rue du Renard. Voilà la centrale de chauffage. Les machineries d'ascenseur, c'est pareil, voilà, elles sont en haut. Hein. Donc en rouge, les ascenseurs, en bleu, l'air. Là, c'est la perspective. Là, je me suis toujours demandé pourquoi cette perspective, parce que j'avais un copain qui habitait là. Je me suis toujours demandé pourquoi cette perspective était si évidente. Et en fait, elle était si évidente parce que, bien sûr, elle avait été travaillée, elle avait été étudiée, elle avait été simulée, donc pendant des heures et des heures. Voilà la vue sur la rue du Renard. Et ce système de tuyaux, ce système de couleurs, donc un bleu pour l'air, blanc pour la structure, jaune pour l'électricité, vert pour l'eau et rouge pour les circulations. Tous les flux donc, sont représentés, ils peuvent être compris, ils peuvent être lus. Voilà ce que j'expliquais tout à l'heure, cet effet de profondeur avec
la superposition des éléments, hein, la trame constructive qui contrevente le bâtiment, et puis ensuite, derrière, hein, les linéaires de tuyaux, hein, les bandes hein, à la Frank Stella, hein, qui descendent derrière le carroyage à 45 degrés. Voilà, tout est dessiné, le moindre détail de la structure, du tuyau. Et là, on voit, vous voyez, les tuyaux qui s'amincissent en descendant. Et derrière, vous voyez, on voit donc, hein, les tuyaux qui amènent l'eau hein, pour les toilettes hein, des différents étages. Et là, on voit donc l'air qui est rejeté et l'air qui est pris hein, donc, dans la rue pour ventiler le sous-sol. Et là, donc voilà, c'est à l'intérieur du bâtiment, hein, les tubes hein, qui viennent se piquer sous les colonnes verticales hein, qui montent à l'extérieur et qui viennent donc soit apporter un air neuf, soit remporter l'air vicié dans les différentes salles. Voilà, les tubes qui viennent se glisser dans la structure. Et là, c'est dans le musée. Voilà. Avant la rénovation par Gaulenti, bien sûr, déjà les tubes avaient été peints en blanc, n'étaient pas bleus. Parce que c'est vrai que dans un musée, le gros problème, c'est qu'il faut pouvoir d'après les conservateurs, il faut pouvoir se concentrer sur les œuvres. Donc il faut vraiment faire des espaces complètement blancs, sans aucun détail. Il ne faut pas de détail de parquet, il faut presque pas de prise, il faut pas de prise, en tout cas il ne faut pas les voir. Enfin, c'est l'inverse pratiquement du Centre Pompidou, il ne faut rien montrer, il faut vraiment que ce soit des cimaises totalement blanches, immaculées. Il ne faut pas non plus de plaintes, ni de corniches. Voilà, il faut simplement des espaces blancs, c'est ce qu'a fait d'ailleurs Gaulenti par la suite. Voilà, autre exemple, qui n'a rien à voir, c'est marrant. Souto de Moura, voilà, qui a fait un centre culturel au Portugal, à Viana do Castelo. Mais ce qui est génial chez lui, c'est qu'en fait, ce mec, il ne se prend pas du tout au sérieux. Donc, voilà, il me disait, voilà, moi j'ai fait un centre Pompidou, mais c'est aussi une femme avec des big booties sur la tête. Et voilà, c'est vrai que lui, c'est pas... Voilà, il a fait ça parce que c'est pas du tout la même culture, c'est pas du tout... c'est pas la même chose. Il s'est emparé de cet élément, le tuyau, et puis il en a fait donc un élément de monnaie nature finalement, parce que son projet, c'est simple, c'est une table, voilà. Vous voyez, on voit les 4 poteaux, hein, c'est une sorte de gigantesque... Enfin, on le voit comme ça, mais c'est un peu plus complexe, on va le voir tout à l'heure. Mais quand on est dehors, vous voyez, on a l'impression que, voilà, il y a une table, creusée sous la table, il y a la salle de sport, et puis au-dessus de la salle, il y a toute la tuyauterie. Voilà. En fait, c'est plus complexe, hein, puisque, en fait, on va le voir sur la coupe, en fait, ce niveau-là, c'est un niveau d'attique, vous voyez, et puis la salle, donc, elle monte hein, jusqu'au sommet de la toiture. Hein, et effectivement, ces tuyaux qui permettent la ventilation latérale de la salle, eh bien, c'est aussi donc une monnaie nature, hein, comme une corniche, hein, une superposition de corniches qui marquerait donc le couronnement du bâtiment, hein, donc la chevelure avec des big booties sur une tête de femme. Voilà le plan, hein, très simple. Voilà. On voit ici sur la coupe, vous voyez là c'est un attique, voilà. Et en fait la salle, il y a une tribune autour, et en fait la salle, elle prend complètement la totalité du volume. Là, on est dans un autre registre, hein, totalement différent hein, que celui de Piano et de Rogers. Mais c'est intéressant. Comment voilà, la pensée de Piano et de Rogers, elle a pu contaminer hein, donc, un architecte hein, qui est pas du tout, qui est beaucoup plus, disons, c'est pas du tout péjoratif, mais qui est plus classique, qui est plus dans les questions d'enveloppe, de structure, voilà, hein, beaucoup plus que dans celle d'ambiance, de transparence et d'ambiance. Voilà,
la manière dont il a traité, vous voyez, de façon très plastique. Hein, donc, mais de toute façon aussi, chez Piano et Roger, c'était très plastique. Mais là il a vraiment traité... Enfin là, il y a un retour, justement, vous voyez, de tout le savoir architectural classique, hein, qui permet de traiter donc, hein, ces ventilations qui sont, bien sûr, aujourd'hui totalement indispensables à tout équipement. Voilà, la salle. Voilà, juste un intermède comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Oui. Bon, bien sûr, c'est le cosmonaute. Voilà, le mec, il est dans l'espace. Il est voilà, avec sa combinaison, hein, qui le protège. Il est dans un milieu hostile. S'il y a une fissure dans son casque, il meurt tout de suite. Et puis, bien sûr, dans son dos, donc, il a tout un équipement placentaire, hein, qui lui apporte l'oxygène, hein, et puis peut-être l'eau nécessaire à sa survie, et aussi donc les communications, non pas avec sa mère, mais avec donc ses camarades qui l'attendent dans Challenger. Et là, c'est autre chose, c'est l'écorché. Hein, donc, c'est une planche anatomique, hein, où on voit donc un homme. Et on voit aussi donc tous ces tuyaux, tous ces tubes, hein, tous ces estomacs, ces tripes. En fait, les parties finalement les plus difficiles à trouver belles dans un corps humain. Et c'est vrai qu'une fois j'avais eu un entretien avec David Cronenberg qui parlait de son film Faux Semblant. Je ne me rappelle plus trop le film, mais bon, c'était un gynécologue qui avait l'habitude de toucher les femmes. Et donc, en fait, ce qu'il aimait dans les femmes, c'est pas tellement... C'était pas du tout sexuel, mais ce qu'il aimait dans les femmes, c'est pas tellement ce qu'il voyait, l'apparence extérieure, mais c'est plutôt ce qui touchait, et c'est plutôt les organes, voilà. Et donc, David Cronenberg disait, voilà mon film, personne n'a compris, mais en fait, c'est plutôt un homme qui voit les choses différemment, et plutôt que d'être séduit par la peau, eh bien, justement, ce qu'il aime, voilà, plutôt d'aimer le visage, le regard, la bouche de cette femme dont il est amoureux, eh bien, il préfère voilà, aimer son estomac, son appareil génital, son intestin. Il y a une sorte de renversement. Là, il avait vu dans ce film-là une sorte de renversement esthétique possible. Mais il y a aussi, bon, bien sûr, il y a aussi autre chose, il y a aussi ce qu'il ne faut pas voir, vous voyez, bien sûr, parce qu'il y a aussi cet artiste allemand, Günther von Hagens, vous voyez, qui avait présenté il y a quelques années, qui avait fait scandale, parce qu'il avait présenté des corps écorchés avec de la plastiline. Hein, donc, voilà, il y a un côté, à la fois, voilà, c'est très intéressant, parce qu'on est à la frontière, voilà, d'un monde qui s'ouvre. Effectivement, peut-être on peut aimer une femme parce qu'elle a un bel estomac ou un bel intestin. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a aussi peut-être un interdit, peut-être une chose qu'on ne doit pas voir, peut-être aussi. Voilà. Hein, comme ce que j'ai vu le jour de la naissance de ma fille. Irriguer les façades comme un sol. Là aussi, c'est une mouvance, voilà, très contemporaine. Hein. Donc, on a vu dans les tuyaux, bon, je ne vais pas faire voir des images, bien sûr, ce serait fastidieux, mais c'est évident que les tuyaux, ça sert à irriguer. Hein, ça sert. D'ailleurs, c'est fascinant quand on survole les grandes plaines en avion, quand on va à Chicago, qu'on survole les grandes plaines. Vous voyez, on voit donc les champs qui sont carrés, et puis on voit les cercles. Les cercles plantés, parce qu'en fait, le cercle planté, ça correspond au système d'irrigation. Hein, c'est un tuyau qui est percé et qui tourne autour d'un axe, et donc qui irrigue qu'une partie du carré. Voilà, donc il y aurait énormément à dire donc, sur tous les systèmes d'irrigation des sols. Mais là, bon, j'ai plutôt me pencher sur les architectes qui cherchent aujourd'hui donc à irriguer les façades, hein, comme des sols, pour créer des façades végétalisées. Voilà, donc un des premiers, finalement, c'est un groupe... Enfin, un des premiers. C'est pas un des premiers, mais disons que... Parce que bien sûr, il y a Patrick Blanc, mais
Triglan, par exemple, on ne voit pas les tuyaux, on voit simplement un mur végétal. Tandis que eux, voilà, c'est pas les premiers, mais il y a aussi François Roche, il y a Edouard François. Mais eux, ce qu'ils ont fait, j'ai trouvé vraiment très étonnant, c'est que voilà, ils ont mis en évidence le système d'irrigation de la façade. Voilà, ce sont des architectes franco-brésiliens, et ils ont fait ça à São Paulo. Bon, São Paulo, c'est vrai, d'ailleurs, comme il me l'a expliqué, j'ai oublié de le remercier. Donc, à São Paulo, c'est vrai qu'il y a un problème d'eau, parce qu'on croit, nous ici, on croit, putain, à São Paulo, ils s'emmerdent pas, il y a du soleil toute la journée. Bon, c'est vrai qu'il y a du soleil, mais il pleut tout le temps. Et le problème, c'est que, voilà, surtout là, mais comme c'est dans une dépression, il y a des inondations, donc il y a un vrai problème avec l'eau. Et quand il y a des inondations, les égouts refluent l'eau, ça devient une catastrophe absolue, les voitures sont emportées. Et donc eux, ils ont cherché une solution peut-être un petit peu à ce problème général, en essayant de canaliser l'eau. Ils ont canalisé l'eau et ils l'ont stocké dans des réservoirs qui sont à la base du bâtiment. Et puis ensuite, si vous voulez, ces eaux, elles sont filtrées et elles sont montées sur des châteaux d'eau, sur le bâtiment. Et de ces châteaux d'eau, voilà part tout un système donc, de tuyaux qui permettent d'irriguer les façades, puisque les façades, elles sont creusées de niches et elles sont plantées. Et donc, elles sont irriguées donc, automatiquement pour ensuite donc, avoir une façade totalement végétalisée. Voilà, on voit un tout petit peu mieux maintenant donc les châteaux d'eau voilà, qui permettent d'avoir de la pression. Vous voyez les tubes qui montent l'eau, qui sont pompés, qui pompent l'eau, qui est stockée, canalisée et stockée dans les réservoirs enfouis dans le sol, et qui viennent donc distribuer les châteaux d'eau. Et puis enfin, donc, cette eau, elle descend par tout un système de tuyaux sur la façade. Un système, bien sûr, qui a été dessiné, là encore, vous voyez. Et là, on voit le schéma, donc le réservoir dont je parlais, voilà, qui capte l'eau en bas. Après, le système de pompe et de filtrage qui mène l'eau jusqu'au château d'eau. Et puis enfin, donc, l'eau qui redescend et qui permet donc de venir arroser les systèmes de sandwich dans lesquels les graines ont été déposées. Voilà, tout un travail avec chaque façade, le trajet de l'eau, les arrivées d'eau ont été dessinées. Et là, on voit, vous voyez, donc, d'ailleurs, c'est une certaine beauté, c'est vrai, donc c'est peint en jaune, c'est très fin. Et on distingue bien donc, l'eau qui monte pour aller dans les réservoirs, et puis après l'eau qui descend, qui vient donc desservir, qui vient arroser les plantes qui sont dans la paroi. Voilà, ça c'est le dispositif une fois que les plantes ont poussé. Autre exemple, c'est Edouard François, dans le quartier qui vient de réaliser à Nice. C'est vrai qu'il a mis en place un système assez complexe. Bon, le bâtiment, vous voyez, c'est assez intéressant parce que c'est un bloc de béton tout con. Les logements, bon, c'est un peu des logements de promoteurs, bien qu'il y ait des choses intéressantes, mais tout ce qui est intéressant, ça se passe plutôt en façade. Notamment, ce sont des pièces, c'est des balcons, voilà, ou des terrasses qui peuvent être transformées en pièces. Et surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il y a tout un appareillage de bois qui porte à la fois les balcons et qui porte les jardinières. Et ces jardinières, enfin, on va essayer de le voir parce que c'est pas très évident. Voilà, elles sont à la fois, si vous voulez, arrosées par des arrivées d'eau, mais aussi l'eau supplémentaire qui pourrait pourrir les plantes. Elle est canalisée et donc elle est ensuite elle redescend donc dans un réservoir et ensuite après elle est recyclée. Voilà, donc c'est un dispositif assez complexe parce qu'à la fois il y a une arrivée d'eau
et il y a une descente d'eau. Donc il y a à la fois les eaux propres qui viennent nourrir les plantes, et puis les eaux usées qui empêchent donc la terre de moisir ou la plante de pourrir, pour avoir donc constamment, disons, la même hydrométrie dans les bacs. Donc un système assez complexe. Et aussi c'est un système qui permet, donc, puisque là il y a la partie centrale c'est du logement social, mais les parties latérales c'est du logement privé. Et donc, bon, comme souvent maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Comment on appelle ça il y a des gens qui achètent et puis qui n'habitent pas et pour revendre. Il y a un peu de la spéculation. Et donc, en fait, même si le logement est vide, donc la jardinière, eh bien, elle sera donc automatiquement arrosée et les plantes seront automatiquement entretenues. Voilà, ici on voit par exemple, et on voyait tout à l'heure, voilà, on voit là, vous voyez par exemple une desserte d'eau, et là vous voyez c'est les descentes, voilà. Donc il y a tout un système, voilà, de plomberie extérieure pour permettre, non pas cette fois-ci, vous voyez le développement maximal des habitations, des habitants dans leurs habitations, mais le développement maximal des plantes à la périmétrie de l'habitation. Voilà, et c'est vrai que on va voir, c'est vrai qu'il y a une tendance aujourd'hui dans l'architecture à simplifier les choses énormément. C'est-à-dire qu'effectivement, on fait des structures qui sont des structures capables, vous voyez, des structures qui peuvent accueillir, je ne sais pas, tel ou tel équipement, et puis qui peuvent changer, qui sont conçues pour changer très très facilement d'affectation. Et donc, c'est pareil, c'est un peu comme le Centre Pompidou. Donc, ces structures, si vous voulez, elles ont le moins de poteaux possible. Là, par exemple, c'est le lieu de vie de Saclay par le studio Mioto, où on voit que ce sont des plateaux. Vous voyez des plateaux qui sont portés, des dalles en béton, qui sont portés par des poutres en béton légèrement surdimensionnées. Vous voyez, il y a bien, je crois, 70 cm de retombée. Donc la poutre avait presque 1 mètre. Et les poteaux, par contre, sont très très fins. Vous voyez, donc ces poteaux très très fins, des plafonds pratiquement avec de grands caissons. Il n'y a pas de mur, c'est simplement des diaphragmes de verre. Ces diaphragmes de verre, ils sont équipés par tout un système de store pour régler la lumière à l'intérieur des pièces. Bon, là, aujourd'hui, c'est un restaurant universitaire. Il y a les cuisines du restaurant universitaire. Au-dessus, il y a des salles de gymnastique. Et puis, au-dessus, donc, des salles de sport, pardon, des terrains de sport, des terrains de basket. Mais tout ça, ça peut bien sûr évoluer, parce que justement, il n'y a pas de mur qui vient, il n'y a pratiquement pas de mur qui viennent s'interposer pour déterminer tel ou tel type d'occupation. Et donc voilà, c'est une structure un petit peu comme celle du Centre Pompidou, totalement libre. Et quelque part, voilà, comme au Centre Pompidou, vous voyez, tous les réseaux, donc, ils viennent occuper le plafond. Là, par exemple, l'électricité, donc ça vient occuper le plafond. Et puis le chauffage, c'est du chauffage rayonnant. Vous voyez, ça vient aussi donc occuper le plafond. Et c'est ce qui donne aussi, c'est la photo, vous voyez, de la ventilation et du chauffage en plafond. On dirait pratiquement un tableau de Mondrian. Et c'est vrai que, vous voyez, il n'y a pas de modénature aux façades. Et quelque part, voilà, c'est les tuyaux, c'est les gaines, c'est les chauffages, c'est les ventilations qui accordent une modénature au bâtiment. Ou quelque part, la vraie façade du bâtiment, eh bien, c'est le plafond. Voilà, autre exemple, encore plus radical, parce que là, c'est vraiment donc un équipement industriel. C'est une plateforme logistique, donc pour la RATP. Non, excusez-moi, pour la Poste. Donc, la Poste, maintenant, bien sûr, elle a toujours énormément de foncier, donc
elle le recycle, enfin, elle s'en sert comme elle peut. Et là, effectivement, il y a une plateforme qui lui est réservée, c'est celle qu'on va voir, et puis une autre qui est louée donc, à d'autres opérateurs concurrents. Et donc, voilà, il fallait vraiment... Un espace logistique, c'est pareil. Vous voyez, il peut tout y avoir dedans, vous voyez. Et en plus, un peu comme l'Instant City d'Archigram. Bon, là, c'est vrai que j'ai pas les photos, je crois que j'ai pas le droit de photographier, mais la halle privée, où c'est une compagnie concurrente de la Poste qui l'occupe, c'est vrai qu'il y a tout un système, si vous voulez, de tapis roulants, vous voyez, où tout est fait électroniquement, donc les colis vont dans tous les sens. Mais ce système-là, il peut tomber très, très rapidement aussi, il peut être, disons, complètement dépassé assez rapidement, il faut pouvoir le changer. Et donc voilà, ce sont des espaces qui sont complètement libres, pour qu'on puisse effectivement mettre les systèmes les plus efficaces possibles. Et donc c'est vraiment des enveloppes, voilà, qui sont portées donc, par des poteaux. Aux extrémités, il y a des bureaux, mais les bureaux, ce sont comme des meubles. Ils ne viennent pas du tout toucher la structure du bâtiment. Ils sont posés, voilà, comme à l'intérieur, aux extrémités, mais ils ne participent absolument pas donc, de la structure. Voilà, donc à l'extérieur, il y a une grande poutre Vierendeel qui sert aussi de panneau d'affichage, et qui permet justement la très très grande portée. Je crois que ça fait, je ne me rappelle pas exactement, je crois que ça fait 30 mètres à peu près de portée, mais c'est peut-être beaucoup plus. Oui, ça va être 40 mètres même. Voilà, et après à l'intérieur, c'est des poutres treillis. Et donc là, vous voyez, voilà, comme peut-être au centre Pompidou, voilà, il y a la couleur qui intervient pour à la fois pédagogiquement arriver à mieux distinguer les éléments. Et là, par exemple, en jaune, ce sont les poutres treillis. Bon, en blanc, tout à l'heure, c'était la poutre Vierendeel, qui assurait la même fonction. Mais là, donc, en jaune, ce sont les poutres treillis. Vous voyez, après, en rose, ce sont les pannes. Après, en rouge, ce sont les contreventements. Et puis, ensuite, voilà, vous allez avoir le chauffage radiant, les câbles, même les eaux pluviales, qui vont venir comme ça, donc à la fois alimenter, mais aussi voilà, disons, nourrir un tout petit peu donc, cette enveloppe, vivifier cette enveloppe, animer cette enveloppe. Là, vous voyez, par exemple, on est à une extrémité avec les bureaux, et donc les éléments, il y a d'abord une mezzanine, et les éléments c'est une structure autonome qui est posée donc, qui est posée sous la halle. Voilà, et ça, c'est des éléments. Le contreventement rouge qui vient au-dessus de la panne rose. Là, c'est le contreventement rouge, et puis, vous voyez, en blanc, les chauffages radiants. Là, c'est la poutre en jaune, vous voyez, la panne en rose, et puis les eaux pluviales qui ne sont pas rejetées à l'extérieur, mais qui rentrent, voilà, vous voyez, dans le bâtiment. Parce que justement, lui, c'est un architecte, Lapierre, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu faire de l'architecture. Il a voulu faire un hangar. Donc il a voulu servir de tous les éléments qu'il avait en main pour pouvoir créer quelque part un espace. Et donc pour cela, effectivement, il a rendu visible ce qui est en général invisible ou ce qui est caché, c'est-à-dire les descentes d'eau pluviales, et surtout, voilà, ce qui se fait pratiquement jamais, ce qui les a fait rentrer dans le bâtiment. Voilà, pour donner une sorte de profondeur à cette peau, vous voyez. Oui, c'est un peu, quand il y a du soleil, on regarde sa main à travers le soleil, et tout d'un coup, on voit tout ce qui se passe. Et on voit les eaux, on voit les vaisseaux, et là, c'est la même chose, vous voyez, c'est une peau presque... Bon, c'est une peau, entre guillemets, organique, vous voyez, qui permet d'envelopper ce lieu de travail. C'est une peau avec une structure, un squelette. C'est une peau donc avec une enveloppe de bac acier
et c'est aussi donc une peau qui est innervée, voilà, pas par des nerfs, mais par des câbles électriques, comme ici, vous voyez les câbles qui traversent les poteaux porteurs. Et c'est une peau aussi, vous voyez, qui est alimentée, comme le réseau sanguin, par le réseau d'eau et les descentes d'eau pluviale. Alors bien sûr, on peut aussi construire des tuyaux. Enfin, on peut aussi concevoir l'architecture comme un tuyau. Hein, c'est vrai. On va le voir plus précisément tout à l'heure. Mais d'abord, bon voilà, commençons par la soufflerie Ferrari, parce que voilà, c'est un tuyau, mais c'est un tuyau qui est impeccablement dessiné. Bon, bien sûr, c'est pour Ferrari. Hein, c'est un tunnel avant, hein, c'est-à-dire que dans ce tunnel, les designers, les ingénieurs de Ferrari, ils mettent pas des voitures entières, mais des modèles. Je ne me rappelle plus l'échelle, je crois que c'est 1/3 ou 2/3 de la voiture. Et donc ils mettent des modèles, et puis ils font des essais de soufflerie. Et puis donc ils ont tout un système de papier qu'ils mettent sur le modèle, ils voient s'il s'envole ou pas. Et à partir de là, effectivement, ils peuvent corriger, vous voyez, donc le prototype, hein, pour qu'il soit plus efficace, pour qu'il soit plus aérodynamique. Voilà, on voit un simple tuyau, voilà, vous voyez, hein, donc parfaitement dessiné, voilà, vous voyez, hein, qui se tord sur lui-même, hein, et qui produit donc hein, ce mouvement d'air, hein, pour tester les voitures de course. Et là, c'est un autre tuyau, mais celui-là, voilà, il n'est pas du tout dessiné pratiquement. Hein, c'est un projet de concours pour une médiathèque à Nancy. Bon, c'est un projet qui n'a pas été lauréat, mais ce projet, c'est vrai qu'il est totalement fascinant parce que, voilà, vous voyez, tout ce qui est formel, c'est complètement évacué. Voilà, on voit simplement les espaces. Vous voyez, on voit simplement ce qui importe à Philippe Rham, comme d'habitude. Vous voyez, c'est plus l'ambiance, justement, c'est plus la qualité de l'air. Hein. Bon, effectivement, quand vous êtes dans une pièce, bon, l'air chaud, il monte, il va au plafond, et puis l'air froid est en bas. Et là, donc, sa médiathèque, elle est conçue comme un grand conduit, vous voyez, d'aération, c'est-à-dire que l'air arrive, hein, dans le bâtiment, il emprunte disons, le cheminement, hein, des utilisateurs de la médiathèque, et puis donc en haut, ça fait comme une poche qui est un tout petit peu moins, enfin, ou en tout cas, c'est l'air chaud qui monte, et donc c'est là où les gens iront plutôt travailler. Et puis en bas, ça fait des poches, vous voyez, où l'air régénéré ne passe pas forcément, et c'est là où on met les livres, vous voyez. Et donc quelque part, voilà, toute la disons, la distribution de cet équipement, eh bien, il est fait en fonction de la qualité de l'air. C'est-à-dire que là où il y a de l'air qui stagne, hein, on met les livres, parce que les livres, ils n'ont pas besoin de respirer, vous voyez. Et en plus, ils ne produisent pas d'humidité. Hein. Et par contre, les gens qui arrivent, hein, qui respirent bruyamment, hein, qui envoient de la vapeur d'air partout, eux, oui, ils sont dans un courant d'air, vous voyez, pour que cette humidité, elle soit aspirée, hein, et qu'on puisse ensuite la rejeter. Et puis, enfin, donc, là où on s'assoit et où on travaille, eh bien, c'est à la fois ventilé, mais surtout, c'est là donc, où l'air chaud, hein, est pratiquement prisonnier. Vous voyez, on voit la coupe. L'air chaud, l'espace de travail, la zone rouge, l'air chaud, hein, l'espace de travail, la zone jaune, hein, c'est le couloir de ventilation, hein, c'est là où on déambule, et puis enfin, vous voyez, dans les fosses, l'air froid, hein, je vais emprunter cette très belle image de Philippe Rham, hein, qui dit que sa médiathèque, c'est comme une rivière, voilà, dans une rivière, au centre, il y a du courant, et puis après, effectivement, à la périmétrie, il y a de l'eau qui peut stagner. Voilà, et là, c'est la même chose. Donc, au centre, il y a du courant. Et puis, en bas, donc, hein, il y a des espaces où l'air stagne. Et c'est là où on met les livres. Et donc, il y a un renversement. Là encore, on revient. Excusez-moi. Sur le changement de paradigme dont j'ai parlé, quoi. C'est pas du tout. Et l'architecture, elle n'est pas déterminée par un volume, hein, non pas du tout. Elle est déterminée par une ambiance. Hein. Donc une ambiance où l'air n'est pas constamment renouvelé. On met les livres. Une ambiance où l'air est très renouvelé.
on met les gens qui marchent, donc une activité physique, qui respirent, qui rejettent de l'humidité, qui rejettent du gaz carbonique. Et puis ensuite, en haut, où les gens sont plus calmes, où c'est plus chaud, hein, c'est là où on va, où l'air est plus chaud, c'est là où on va s'installer confortablement, moins bouger et lire. Voilà, l'espace, comment il se détermine, voilà, par rapport. Oui, c'est pas le solide, c'est pas l'enveloppe, c'est pas les murs, hein, qui distribuent les usages. Non, hein, c'est l'ambiance, hein, c'est la qualité de l'air, hein, qui va au contraire les déterminer. Voilà. Puis dernier exemple, toujours avec Philippe Rham, hein, parce que j'ai beaucoup parlé effectivement, vous voyez, de venir comme ça, donc arroser des plantes. J'ai parlé aussi de la colonisation, hein, avec les tracés des routes. Et là, c'est intéressant parce que c'est à Taïwan, donc dans un pays tropical, très chaud. Hein, c'est un parc, et ce parc, il est en bordure d'une voie, il est traversé par une voie. Et donc une voie qui est extrêmement polluante. Et donc toute la question, ça a été voilà, d'arriver à avoir de la fraîcheur, d'arriver aussi à atténuer la pollution. Alors la fraîcheur, donc, elle vient d'abord par des moyens naturels, hein, c'est mettre de l'ombre. Donc dès qu'il y a de l'ombre, eh bien, il y a de la fraîcheur. Et en plus, l'ombre, ça crée des zones qui sont plus froides. Et après, s'il y a des zones plus chaudes à côté, bon, ça crée des courants, ça peut créer des courants d'air. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des moyens aussi pour réduire la pollution. On prend des feuilles qui sont duveteuses, voyez, donc qui retiennent les particules, ou des troncs qui sont très poreux, pas poreux, mais oui poreux, donc eux aussi qui retiennent les particules. Mais ensuite, voilà, on peut aussi donc venir, hein, par tout un système assez complexe, hein, de canalisation. On peut renforcer encore, on peut exagérer, voyez, encore donc la tendance de certaines parties du parc à être plus fraîche, hein, ou au contraire plus humide. Voilà, donc là c'est les dispositifs, voyez, qui ont été placés dans le parc. Bon, d'abord les arbres, les essences, comme je vous l'ai dit, ça produit de l'ombre. Là, ici, il y a toute une zone d'ombre. En haut, il y a toute une zone d'ombre. Donc il y a des manières naturelles, hein, d'arriver à établir un certain type d'atmosphère. Mais justement, ça peut être aussi aidé, hein, par un autre système, par des prothèses. Hein, donc des prothèses qui vont permettre donc de rafraîchir un peu plus l'air. Et ces prothèses, voilà, je crois qu'elles sont à peu près de deux types. Hein. Il y a des éléments, hein, qui viennent chercher, qui refroidissent l'air, parce qu'effectivement, plus on descend dans la terre, plus il fait froid. Il doit y avoir à peu près, si on descend une quinzaine de mètres, il doit y avoir à peu près 10 degrés de moins. Donc on peut rafraîchir l'air et revenir le rejeter. Et donc ça crée, voyez, des zones plus fraîches. Vous avez tout, disons, des dispositifs prothétiques, voilà, qui permettent effectivement de remédier, hein, donc à l'hostilité du climat. Et l'autre moyen, hein, c'est de créer comment on appelle ça, de créer des nuages, vous voyez, d'avoir des diffuseurs, hein, avec de la vapeur d'eau, parce que la vapeur d'eau, quand elle se sèche, oui, ça crée un différentiel et ça rafraîchit donc encore l'air. Voilà, là c'est les éléments qui viennent, qui produisent, qui viennent chercher, qui viennent refroidir l'air, des tuyaux qui descendent, hein, qui se ramifient, hein, et qui viennent refroidir l'air et qui viennent ensuite le rejeter. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, là encore, vous voyez, comme chez Archigram, quelque part, les poteaux, ils sont aussi structurels. Pardon, les tuyaux, ils sont aussi structurels. Hein, c'est eux, hein, qui tiennent la partie circulaire, hein, donc, qui fait de l'ombre, et à travers laquelle, effectivement, l'air frais, donc rafraîchi par le sol, eh bien, rejaillit. Voilà. Et puis l'autre, vous voyez, ce sont tout ce système de tuyaux, hein, qui produisent une vapeur,
donc à la fois qui humidifient l'air, mais qui permettent, vous voyez, quand la vapeur, justement, quand on passe du liquide au gazeux, voilà, il y a un moment où ça crée donc, une légère différence de température, et là aussi ça contribue, vous voyez, donc, à réfrigérer donc, le parc. Voilà. Vous voyez, autre moyen, donc autre système ombilical hein, qui vient cette fois-ci donc au secours de la nature, qui remédie voilà, donc, à l'aridité, à l'hostilité du climat. Voilà, et pour terminer, donc, je vais finir par un enseignement, un enseignant auquel je rends hommage, hein, c'est Bernard Porde, parce que j'avais assisté il y a une trentaine d'années, donc à une de ces corrections à Belleville, et j'ai vraiment été frappé par la qualité de cet enseignement. Et puis c'est vrai que c'est un enseignement qu'il a mené pendant des années, parce que je l'ai rappelé là. Et d'ailleurs, j'avais écrit un article à cette époque dans la revue AMC, où je l'avais interrogé hein, sur son enseignement. Et j'avais aussi interrogé d'autres enseignants. Mais vraiment, lui, il a vraiment inventé quand même, je trouve, un dispositif pédagogique. Et c'est ça qui est important dans l'enseignement de l'architecture. Enfin, je vois ça autour de moi, j'enseigne, donc je vois un peu ce qui se passe, vous voyez. Donc, en général, on dit à l'étudiant, tiens, tu as un site, et là, tu as un programme, et là, tu fais le projet. Ben, c'est pas ça, quoi. Voilà. Lui, il a inventé un truc, vous voyez, où on réfléchit à quelque chose. Voyez, on réfléchit, mais d'une manière totalement théorique. Hein. D'ailleurs, c'est des étudiants de deuxième année, mais ça pourrait mener peut-être des choses qui se rapprocheraient du doctorat, hein, parce qu'il a posé donc, des conditions dans son exercice, et puis pendant je ne sais pas combien d'années, parce qu'il a commencé en 82, et puis il est parti à la retraite il y a quelques années, et après un de ses collègues a fait perdurer cet enseignement. Voilà, donc c'est un truc qui s'est instauré dans un temps très très long. Et aussi, ce qui m'a plu, c'est que j'ai monté des documents, et finalement, les documents, vous allez voir, c'est dégueulasse. On voit rien, bon, je suis désolé. Mais je trouve que c'est bien aussi, voilà, que voilà, un enseignant se dise, voilà, je suis pas là pour, vous voyez, je suis là pour enseigner, c'est tout. Voilà. Et l'enseignement, c'est un peu comme, voilà, c'est comme l'enseignement de Socrate. Voilà, on parle, et puis tout s'efface. Enfin, pas tout s'efface, mais ça ne laisse pas de traces. Hein, et par contre, ça ne laisse pas de traces tangibles. Et par contre, ça forme une pensée. Une pensée qui peut après émerger. Alors, cet exercice, voilà, il est très simple. C'est de prendre voilà, il a fait ça pendant 30 ans. Hein, c'est de prendre un plateau de 12 mètres par 12 mètres, hein, fermé par 2 murs. Et au centre, avoir donc, trois poteaux. Donc c'est un peu, si vous voulez, une situation normale pour un immeuble de logement social, par exemple. On a des plateaux, bon, c'est un peu grand quand même, malgré tout. Mais enfin, c'est ça qui est intéressant. Voilà. C'est à la fois, ça a un peu rappelé donc, des situations normales, mais c'est pas du tout normal. Hein, parce que ça, c'est quand même des plateaux de plus de 140 mètres carrés. Et ensuite, bien sûr, il aura demandé de ne pas se préoccuper des ascenseurs, des escaliers, et de mettre le focus sur une seule chose. Vous voyez. Donc il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de mur, à part les 2 murs séparatifs, hein, qui sont au nord et au sud. Après les vides, là, ça correspond à rien, c'est ouvert, hein, c'est pas vitré, mais on ne s'en préoccupe pas. Et ils sont au sud et à l'est. Et donc, en plus, il y a la lumière du matin et la lumière du soir. Et puis voilà, on doit organiser, vous voyez, la vie là-dedans, avec la lumière du soir, la lumière du matin. Et on doit réfléchir voilà, sur les actes fondamentaux, peut-être, dont j'ai parlé dans les cours précédents, comme se laver, vous voyez, manger, dormir, pas vraiment, c'est plutôt se manger, se laver, laver ses affaires, etc. Vous voyez, et comment organiser voilà, la vie donc uniquement à partir, en réfléchissant donc sur ces actes fondamentaux. Ensuite, donc dans ce plateau, il y a juste un endroit où
l'eau, il y a une trémie, voilà, il y a une descente, hein, où il y a la descente de la ventilation mécanique pour les toilettes, pour la cuisine, hein, et puis il y a les descentes pour les eaux usées, et puis bien sûr les arrivées d'eau. Et après, vous voyez, il va falloir que chaque... Enfin, c'est même pas les pièces, c'est pas ça du tout, vous voyez, c'est les équipements, voilà, vous voyez, hein, les équipements connectés, voilà, le lavabo, hein, la baignoire, le réfrigérateur, vous voyez, la gazinière, la machine à laver le linge, la machine à laver la vaisselle, voilà, tous ces éléments, ce sont des objets qui sont connectés. Vous voyez, il va falloir les connecter, donc, au point où descendent tous les tuyaux, et il va falloir, vous voyez, organiser le logement comme cela, sans l'aide, vous voyez, d'aucune cloison, de rien, vous voyez. Donc, c'est juste, on tire les descentes d'eau, on tire la ventilation vers les équipements qui en ont besoin, et on organise l'espace d'habitation autour de ça. Et pour revenir à ces équipements, à tout cet équipement électroménager, enfin, ce qui est fascinant, si vous voulez, quand on y réfléchit bien, hein, au début, je vous ai dit, la maison, c'est une protection, et après, on a fait rentrer des choses dedans. Mais là, c'est vrai que quand on réfléchit bien, vous voyez, un élément comme, par exemple, la machine à laver le linge, vous voyez, ça, bon, une machine à laver le linge, c'est une machine, c'est un objet comme un aspirateur. Mais non, pas du tout, parce que la machine à laver le linge, en fait, vous voyez, c'est un instrument qui condense, vous voyez, des tas d'espace. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, elle avait une maison à la campagne, et quand elle lavait le linge, elle avait un lavoir qui était dehors de la maison, elle le lavait, et après, le linge, elle l'étendait dans le jardin. Tandis que là, vous voyez, le lavoir... On peut aussi penser que cette machine, non seulement elle lave, mais elle sèche. Vous voyez, le lavoir, le jardin, tout ça, c'est complètement condensé, hein, pratiquement dans 1 mètre carré. 1 mètre cube, pardon. Vous voyez. Bon, pareil pour le four. Vous voyez, le four, c'est un truc quand même qui est assez récent. Hein. Avant, quand on voulait faire un rôti, n'importe quoi, il fallait descendre chez le boulanger, lui demander de le mettre dans son four. Vous voyez, voilà, donc... Voilà, les réfrigérateurs, n'en parlons pas, c'est la glacière, je ne sais pas comment on pourrait... pour maintenir les choses au frais, c'est encore beaucoup plus compliqué. Donc tout ça, tous ces éléments-là, si vous voulez, vous voyez, ce sont des gigantesques espaces, voilà, qui sont compactés. Vous voyez, voilà. Et donc ces espaces, ces éléments, hein, qui sont donc des terminaux, hein, de réseau, hein, des espaces compactés, eh bien on va leur redonner, voilà, quelque part... on va les redéployer. Et le logement, vous voyez, il va pas ressembler, voilà, pas une prison, c'est pas ça, mais à des pièces fermées, hein, mais il va ressembler au contraire, vous voyez, à une sorte de paysage, hein, avec donc ces terminaux, hein, qui vont être connectés, et tous ces cordons ombilicaux, hein, qui vont venir connecter ces éléments. Non seulement ils vont être visibles, hein, mais c'est ce qui va être la vraie matière de l'architecture. Alors bien sûr, les ventilations, bon, vous voyez, on voit là par exemple deux éléments superposés. Donc là, on a les réseaux de VMC, de ventilation mécanique, vous voyez, qui sortent, hein, de la rivière d'air principale. Voilà, on les voit comme ça. Voilà. Après, vous voyez, en bas, au sol, hein, il y a les eaux usées, vous voyez, parce qu'effectivement, les eaux usées, elles ont besoin de... En plus, il faut les calculer, vous voyez, il faut savoir les placer, hein, parce qu'elles ont besoin d'être écoulées, vous voyez, il faut qu'elles s'écoulent en légère pente. Et là, vous voyez, ça rappelle un tout petit peu ce que je vous disais, voilà, vous voyez, hein, Moscou, hein, c'est pas une ville, hein, c'est un territoire, hein, parce qu'effectivement, dans les habitations, elles s'organisent peut-être même pas par rapport aux rues, elles s'organisent par rapport aux centrales de chauffage, vous voyez, hein, qui les connectent en étoile, avec des tuyaux qui sont posés à même le sol et qui coupent le territoire. Et là, c'est pareil, vous voyez, donc tous ces objets, donc ils sont reliés donc à la trémie.
hein, et effectivement, les descentes d'eau, les eaux usées, hein, ça vient donc couper, hein, donc, le logement. Et le logement, c'est vrai que voilà, il ressemble à un territoire, vous voyez. Ça rappelle un peu la phrase d'Alberti, la maison est une petite ville et la ville est une grande maison. Mais là, c'est la maison n'est pas une petite ville et la ville n'est pas une grande maison. Hein, la maison, c'est un paysage, c'est un territoire. Parce que les objets qu'on emploie, hein, eh bien, ils condensent, hein, des mètres carrés et des mètres carrés. Et donc, il faut absolument pouvoir leur donner, hein, donc, une ambiance qui leur permet de se révéler. Voilà. Et c'est un petit peu ce qui se passe là, vous voyez, donc la baignoire, elle s'englobe dans une sorte de cosse, hein, pour permettre à la personne qui se baigne d'avoir la lumière du matin, mais n'être pas vue par ses colocataires. Hein, pareil pour le toilette, hein, donc il est aussi vêtu d'un meuble ou d'un rideau qui fait cosse. Et vous voyez en plus la cosse de la baignoire, elle n'est pas posée à même le sol, au contraire, elle est surélevée, hein, par des poteaux, hein, pour que justement, vous voyez toujours, hein, cette idée, hein, de grand paysage, hein, habité, eh bien, persiste, et que jamais, jamais, donc, une cloison, hein, ne vienne le découper. Voilà, on voit les tubes au sol, hein, les tubes au plafond, hein, qui permettent de composer, voilà, vous voyez, un espace, hein, où on peut habiter, hein, d'une nouvelle façon. Tout est encore à explorer. Merci.